Bonjour, je m'appelle Aude Fonlot et je travaille au MUCEM, le Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. C'est un musée national implanté à Marseille et je m'occupe dans ce musée du département de la recherche. Ce que je vous propose dans cette petite vidéo, c'est de réfléchir à la manière dont vous pourriez envisager que les résultats de votre recherche et du travail que vous avez conduit dans le projet Rupture puissent intégrer le musée, un musée, pas forcément le mien, mais une typologie de musée particulière que l'on appelle les musées de société. Et comment cet horizon du musée pourrait influencer, décaler, faire un détour dans la pratique d'histoire orale que vous avez mise en place. Donc un musée comme le MUCEM, c'est un musée qui a pour objet de traiter, de proposer des récits de nos sociétés, en particulier de nos sociétés contemporaines, à travers des expositions et aussi à travers la constitution de ces collections à des échelles de temps et des échelles géographiques très larges. Un musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, le programme est vaste, mais en se situant en quelque sorte à hauteur d'homme, en se demandant comment des objets ordinaires, des expériences individuelles ou collectives souvent anonymes, peuvent être replacés dans des contextes plus larges pour dire des choses sur l'histoire de nos sociétés et leur mutation. Alors c'est la raison pour laquelle au MUCEM, on travaille justement avec des chercheurs, des historiens, des ethnologues, des chercheurs de disciplines différentes pour leur demander en fait de faire exactement ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire de rassembler des témoignages et de la documentation, d'interpréter ces résultats, de les mettre en perspective pour que cet ensemble-là de résultats puisse intégrer le musée. À la différence près peut-être que un musée se définit aussi et d'abord par le fait qu'il conserve des collections, c'est-à-dire des objets physiques, matériels, et que les enquêtes qui sont menées se adossent des récits et des objets qui marchent ensemble. C'est-à-dire que les récits vont éclairer les objets collectés et inversement, les objets collectés vont parler à travers les récits qui vont les expliquer, les déployer. Alors un exemple très concret, c'est la collecte Vivre au temps du confinement que le MUCEM a lancé le 20 avril et où on a demandé à ceux qui voulaient participer de nous envoyer des objets et les récits qu'ils associaient à ces objets pour incarner l'expérience qu'ils traversaient. À ce stade, c'est une collecte, ce n'est pas une enquête, mais bien sûr, on espère que ce matériau premier pourra faire l'objet ensuite de recherches. Qu'est-ce que peut dire un objet ou qu'est-ce qu'on peut dire à travers un objet? Je ne suis pas au musée, donc je ne peux pas vous parler de la collecte qui d'ailleurs est en cours. Mais on peut prendre un exemple très simple et assez évident. Voilà, c'est un masque. Voilà, j'ai ça sous la main au sens propre à la maison. Alors, qu'est-ce que ça nous dit un masque? Eh bien, ça peut nous dire beaucoup de choses. Si je suis un personnel soignant, si je suis un ouvrier du bâtiment, si je suis un ouvrier de l'industrie, eh bien, je vais vous parler de ce masque qui est mon outil de travail. Je vais vous expliquer les gestes professionnels que j'adopte avec ce masque, les raisons pour lesquelles ce masque est utilisé dans mon métier. Pendant la collecte du confinement, on a reçu de nombreux masques, bien sûr, et d'un tout autre type, des masques faits maison, au sens propre, faits à la maison, euh, alors avec des tutoriels, avec beaucoup d'inventivité et de créativité aussi souvent. Des masques donc qui ont été faits soit pour son propre usage, soit dans des initiatives de solidarité, souvent pour équiper des gens exposés dans une période de pénurie de cet objet.
dans une phase du confinement où la production et la distribution industrielle et globalisée étaient, disons, en panne aux prises de cours. Et puis, ce masque-là en particulier, ce n'est pas du tout le même type, vous voyez, il est toujours sous son sachet plastique. Il a une étiquette dans un alphabet que je ne comprends pas. C'est donc le signe d'une reprise de la distribution et de la production à grande échelle. Et je l'ai reçu par la poste. De la part d'une entreprise qui voulait signaler la reprise de son activité. Et vous voyez, c'est un peu une sorte d'objet promotionnel comme les stylos ou les porte-clés que l'on reçoit parfois. Donc, c'est un masque tout à fait différent qui signe une toute autre phase de la crise que l'on traverse. Et ce masque, eh bien, je vais peut-être le mettre mardi lorsque je vais retourner pour la première fois depuis longtemps sur mon lieu de travail. Et lui ou d'autres, eh ben, c'est un objet que je vais devoir utiliser dans le quotidien de mes activités, que je vais devoir, avec lequel je vais devoir composer, que je vais devoir apprendre à porter, je vais devoir apprendre à communiquer avec cet objet sur moi, je vais devoir apprendre à me déplacer dans l'espace public avec cet objet. Donc vous voyez qu'un objet tout à fait banal, d'abord ne l'est pas, ou en tout cas c'est un signe en soi qu'il le soit devenu. Et puis cet objet insignifiant est aussi très signifiant parce que à travers le port de ce masque quotidien, c'est une manière de vivre de manière, oui, dans la vie de tous les jours, des changements très profonds qui disent des choses sur notre rapport au corps, qui disent des choses sur notre rapport aux autres, sur la vie sociale que l'on va devoir réadapter, qui disent des choses sur les circulations et les déplacements de personnes, les déplacements d'objets, de marchandises. Et voilà comment un objet anodin ne l'est pas tant et plutôt devient une sorte de complexe de signification que l'on peut, et d'histoire que l'on peut déplier, déployer. Et voilà comment aussi ce type d'objet peut être utilisé dans les entretiens que vous conduisez. C'est souvent que ce soit des objets comme ça très usuels ou bien des objets qui sont au contraire des souvenirs personnels très forts que l'on conserve chez soi, sont souvent des déclencheurs de récits, des supports de récits que l'on peut utiliser à la fois dans la conduite de l'entretien et puis dans l'interprétation et et le travail d'analyse que l'on fait à partir de ça. Et enfin, dernier point, si cet objet, avec l'ensemble des récits qui l'accompagnent et qui l'éclairent, entrait dans un musée comme le nôtre, il constituait ainsi un tout qui fait collection, eh bien, il aurait, et ça n'est pas anecdotique, il aurait le même statut qu'un chef-d'œuvre, disons, dans un musée d'art. Le même statut, ça veut dire qu'il bénéficierait des mêmes soins de protection physique et des mêmes soins de protection juridique. Il est déclaré inaliénable et imprescriptible. Il bénéficierait de la même attention intellectuelle et il aurait la même valeur symbolique, encore une fois, que des chefs-d'œuvre multiples et très connus. Autrement dit, l'après de l'enquête, l'après de la collecte, c'est aussi dans un musée une manière de valoriser et de sanctuariser une mémoire individuelle et collective de choses très ordinaires et une façon justement de construire notre mémoire avec les gens qui construisent nos sociétés.
Voilà, c'était une petite incursion dans le musée. C'était un petit détour pour vous parler de l'enquête orale et de ce que le détour ou le pas de côté avec les objets peut produire. Je ne sais pas si vous pourrez le mettre en application, mais je l'espère. Et peut-être même pour la collecte Vivre le confinement qui est encore en cours. En tout cas, je vous souhaite une très belle continuation dans ce beau projet. Au revoir.